Le circuit C, ça c'était 5 combien? 5, 2. Ici, on a 5, 3. 5, 3, nous avons ce qu'on appelle le circuit C. Le circuit C. Très bien. Le circuit C. Retenez que le circuit C est un circuit qui est composé d'un condensateur de capacité C et parcouru par un courant alternatif sinusoïdal. Admettons que le courant rentre par A et sort par B. D'accord? Voici le symbole d'un condensateur. Le rôle d'un condensateur dans un circuit, c'est d'emmagasiner le courant électrique. Plus la capacité du condensateur est grande, plus le circuit ou bien l'appareil a la possibilité de garder le courant longtemps. Et plus la capacité est faible, plus l'appareil garde moins de. On est d'accord? Alors ici, on a dit que l'intensité du courant au bord du circuit en régime alternatif sinusoïdal I égale à IM cosinus de quoi? Cosinus de oméga de T. Toujours la première question qu'ils vont vous poser, c'est comment déterminer la tension instantanée. On est d'accord? Alors, nous allons déterminer ce qu'on appelle la tension instantanée. Je dis petit a, la tension instantanée. La tension instantanée au bord d'un circuit C. La tension instantanée. La tension instantanée au bord du circuit C. Au bord du circuit C. Au bord du circuit C. Suivez très bien. Alors, retenez que la tension au bord d'un condensateur est définie par la relation IC est égal à quoi? Est égal à Q sur C. Q, c'est la charge portée par le condensateur. C, c'est la capacité du condensateur. On est d'accord? Alors, à partir de là, on ne connaît pas la charge portée par le condensateur. L'exercice ne connaît pas la charge portée par le condensateur. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire? C'est la capacité du condensateur. Il y a une relation entre la charge portée par le condensateur et l'intensité du courant. Il est dit quelque part que I égale à la dérivée de la charge portée par le condensateur par rapport au temps. Notre objectif, c'est quoi? C'est comment déterminer l'expression de la charge portée par le condensateur. Hein? On peut revenir là, on dit, d'une part, I est égal à la dérivée de la charge portée par le condensateur par rapport au temps. Alors, à partir de là, je peux faire produit des moins est égal à celui des extraits. Lorsqu'on le fait, on dira quoi? On dira ici que dQ est égal à I fois dt. Je connais l'expression de I. L'expression de I, on a dit que I égale à Im cosinus de oméga de t, n'est-ce pas? Donc on peut remplacer partout, on a I par Im cosinus de oméga de t. Si on remplace, on dira que dQ est égal à combien? À Im cosinus de oméga de t. C'est ça, je crois. I fois dt, n'est-ce pas? Fois dt. Alors ici, vous avez la dérivée membre à membre et les variables ne sont pas les mêmes. Donc à partir de là, je peux prendre la primitive membre à membre. Et lorsque nous prenons la primitive membre à membre, on aura quoi? On aura la primitive de dQ est égal à la primitive de IM cosinus de combien? De oméga de t fois dt. Mais IM que vous avez ici, c'est une constante. Donc je peux faire sortir cette constante-là. En faisant sortir la constante, on dira quoi? Que c'est la primitive de dQ est égal à IM fois la primitive de cosinus de oméga de t fois combien? Fois dt. En mathématiques, on vous a dit que lorsque vous avez la forme de la primitive de dx, ceci peut donner quoi? X. La primitive de dx est égale à combien? X. On peut appliquer ça ici.
nous on a la primitive de 2 qui, donc on dira que la primitive de 2 qui est dans la combien, c'est Q. On est d'accord? Alors à partir d'ici aussi, ça aussi c'est une forme remarquable quand j'ai dit, on aura quoi? C'est comme si on avait par exemple la primitive de combien de cosinus de alpha fois combien fois dt par exemple. Ça va donner, c'est 1 sur alpha fois sinus de combien? De alpha. Alors chez nous ici, on peut appliquer la même chose ici. Notre alpha c'est quoi? C'est bon? Alors ici, notre alpha c'est quoi? C'est oméga dt. Donc on peut appliquer la même chose. Nous avions dit que la primitive de 2 qui va donner quoi? La primitive de 2 qui doit donner combien? Ça va donner Q dans cette relation. D'accord? Alors je peux remplacer. On dira que Q est égal. On est d'accord? Ici, là, vous avez déjà IN. Donc on dira que c'est IN fois combien? Fois 1 sur alpha. Notre alpha, on a dit que c'est oméga. On est d'accord? Donc on dira ici, c'est 1 sur oméga. 1 sur oméga fois combien? Fois sinus de oméga. Donc finalement, donc on dira ici que Q est égal à combien? À IN, c'est ça non? Fois combien? Fois 1 sur oméga fois sinus de combien? De oméga dt. Alors à partir de là, je peux remplacer Q par son expression, ou bien on doit aller un peu plus loin. On aura Q égal à combien? C'est IN sur combien? Sur oméga fois sinus de combien? Fois sinus de oméga dt. Alors je peux remplacer Q par son expression ici. Si on remplace Q par son expression ici, on dira donc UC est égal. Q se trouve au numérateur déjà. Donc on aura ici, c'est IN sur C oméga fois sinus de oméga dt. Alors je vous ai dit quelque part que l'intensité et la tension doivent être exprimées dans les mêmes fonctions. Chez nous, ici, l'intensité est exprimée dans la fonction cosinus, tandis que la tension est exprimée dans la fonction sinus. Alors, nous devons chercher à éliminer la fonction sinus au profit de la fonction cosinus. Si on le fait, on dira quoi? On vous a dit en mathématiques que lorsque vous avez sinus de alpha, ça peut être égal à cosinus de alpha moins combien? Moins pi de mi. Lorsqu'on duplique la relation cosinus de alpha moins pi de mi, on obtient sinus de alpha. Donc ça veut dire qu'on peut remplacer toute la quantité d'alpha cosinus de alpha moins pi de mi, n'est-ce pas? Notre alpha c'est quoi? C'est oméga de pi. Donc si on le fait, on dira que UC égale à combien? C'est IM sur C oméga cosinus de combien? De oméga dt moins combien? Moins pi de mi. Alors ça représente la tension instantanée au bord de C. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, que la tension au bord du condensateur est définie par la relation IN sur C oméga, cosinus de oméga dt moins pi de mi. On peut vous demander de trouver la tension maximale au bord du circuit. Alors, pour trouver la tension maximale, c'est très simple. Vous avez deux variables. La première variable, c'est U. La seconde variable, c'est cosinus de oméga dt moins pi de mi. Alors, on voit que la tension se trouve au numérateur. Cosinus de oméga dt moins pi de mi aussi se trouve au numérateur. Donc, les deux là sont directement proportionnels. Quand SUC prend sa valeur maximale, c'est lorsque cosinus de oméga dt moins pi de mi prend sa valeur maximale. La valeur maximale de la fonction cosinus, on a dit que c'est tout ça. Donc, on dira ici, UC max est égal à combien? C'est IM sur C oméga. On a dit que toute l'autre quantité est égale à combien? Alors, à partir de là, on peut déterminer ce qu'on appelle la phase de la tension, de la tension par rapport à l'intensité. La phase de la tension par rapport à l'intensité. On rappelle toujours la formule.
Nous avions dit que pour trouver la phase de la tension par rapport à l'intensité au bord d'un circuit, je pose d'abord l'expression générale de la tension instantanée. Nous, on a dit que IC est égal à combien? Est égal à IN sur combien? Sur C oméga cosinus de oméga de T moins pi de nu. Et l'intensité I égale à combien? C'est IN cosinus de oméga de T. Lorsqu'on observe, c'est bon? Lorsqu'on observe très bien ici, la phase de la tension c'est oméga de T moins pi de nu. La phase de l'intensité c'est quoi? C'est oméga de T. Et nous avions dit dans le cours théorique au début que la phase de la tension par rapport à l'intensité c'est la phase de la tension moins la phase de l'intensité. N'est-ce pas? Alors cette fois-ci nous allons partir directement. La phase de la tension moins la phase de l'intensité. On a dit que la phase de la tension c'est quoi? Oméga de T moins pi de nu. Donc on dira que c'est oméga de T moins pi de nu, maintenant moins la phase de l'intensité oméga de T. Alors je barre oméga de T, je barre oméga de T, on dira que la phase de la tension par rapport à l'intensité égale à combien? Moins pi de nu. Alors je trouve que la phase de la tension par rapport à l'intensité égale à moins pi de nu. Ça, c'est la troisième hypothèse qu'on avait étudiée. On avait dit que la phase de la tension par rapport à l'intensité peut être inférieure à 0. On a dit que si la phase de la tension par rapport à l'intensité est inférieure à 0, la tension est en retard par rapport à l'intensité. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Donc, la conclusion qu'on peut tirer ici, on dira que phi de U sur I inférieur à 0, alors la tension est en retard. Sur l'intensité I. À partir de là, on peut déterminer ce qu'on appelle le diagramme de Fresnel ou la construction de Fresnel. Je dis diagramme de Fresnel. Le diagramme de Fresnel. Alors, connaissant la phase de la tension par rapport à l'intensité, le premier travail que le candidat doit faire pour déterminer le diagramme, pour faire la construction de Fresnel, consiste à tracer d'abord une droite horizontale fléchée. Je vous ai dit que cette droite horizontale fléchée représente la représentation graphique de l'intensité au bord du circuit. Donc on dira que ça c'est l'intensité I. Il est dit que le point rentre par là. Donc je mets ici le point A. Vous avez calculé la phase de la tension par rapport à l'intensité. Vous avez trouvé que la phase de la tension par rapport à l'intensité égale à moins pi de nu. Alors cela veut dire que l'angle formé entre la phase de la tension, l'angle formé entre la tension et l'intensité égale à combien? Pi de nu. Je vous ai dit que vous avez deux sens de rotation. Vous avez ce qu'on appelle le sens de rotation positif et le sens de rotation négatif. J'ai dit que lorsque la phase de la tension par rapport à l'intensité est supérieure à 0, la tension est orientée dans le sens de rotation positif. Si la phase de la tension par rapport à l'intensité est inférieure à 0, la tension est orientée dans le sens de rotation négatif. Alors cette fois-ci, la tension doit être orientée dans le sens de rotation positif ou bien dans le sens de rotation négatif. C'est dans le sens de rotation négatif. Donc ici, voici comment nous allons faire. Nous allons dire que ça, c'est quoi? C'est la tension de bord du circuit. Donc je dirais que ici c'est le point B. Et ça représente la tension ici. Alors l'angle formé entre les deux, c'est ici, c'est moins B. Avec ça. Vous avez compris ça? Et à partir de là, nous allons maintenant trouver ce qu'on appelle l'impédance du circuit. Alors je dis l'impédance du circuit. L'impédance du circuit. L'impédance du circuit C. Alors, pour déterminer l'impédance du circuit C, c'est très simple. Nous avions dit que par définition, l'impédance d'un circuit, c'est quoi? C'est U maximal sur I max.
Nous connaissons la tension maximale. Nous avions dit que la tension maximale, c'est IM sur C oméga. Donc si on remplace les lettres par leur valeur, on aura une fraction divisée par un nombre, n'est-ce pas? On multiplie la fraction par l'inverse du nombre. La fraction ici, c'est IM sur C oméga. Le nombre ici, c'est quoi? C'est IM. Mais si vous voulez, on peut poser. Lorsqu'on pose, on dira que c'est IM sur C oméga, le tout divisé par IM. Donc à partir de là, je peux dire que Z est égal à IM sur combien? Sur C oméga, multiplié par l'inverse du nombre IM. Donc on sait que l'inverse de IM c'est 1 sur IM. Donc je simplifie IM et IM. On trouvera que l'impédance du circuit C est égale à combien? C'est 1 sur C oméga. Alors si je connais la valeur de la fréquence, on peut remplacer oméga par son expression. On a dit que oméga c'est 1 n'est-ce pas? Donc on a que c'est 1 sur 2 puis 1 fois combien? Fois C. On est d'accord? Alors voilà ce qu'on peut définir sur 1 sur 8 C.